La différence entre nous et les Européens, chez nous, c'est difficile de séparer la religion de la tradition. De la spiritualité. Commençons par employer d'abord les termes européens. Parce que chez nous, la religion n'existait pas. Le peuple Congo sont descendants d'une femme qui s'appelait Nzinga. Quand vous parlez des Bayaka, ce sont des gens qui se ravirent. Ce ne sont pas des gens de parvenir. Ce sont des gens qui descendent de l'Égypte ancienne. Vous voyez. L'Égypte ancienne, c'est la plus grande civilisation qui a existé dans le monde. Vous voyez. Et cette civilisation était organisée. Donc, il ne faut pas être étonné que ces royaumes-là soient organisés. Parce que ces gens-là viennent de là-bas. Parce que c'est la Grèce antique qui, en quelque sorte, qui a développé l'Europe. Vous voyez. Et cette Grèce antique-là, que les Européens vantent comme être les berceaux de la civilisation mondiale, n'est qu'une, comment dirais-je, ils ont puisé en Afrique. Beaucoup de films, il y a bien, émission, il y a bien, où ils allaient au lundi, ils comprennent pour bénéficier de quelque chose. Recam TV Monde, Recam TV Monde, Recam TV Monde. Abonnons-nous massivement. Ngai, ne sala ki abonnement nanga. Yango Recam TV Monde, apesi bino bala ngonini yango yo chaîne moko na kata YouTube nkombo Recam TV. Panabiso. Panabiso. Luanani Konkalisani. Ambara. Kopi. Apanjokwetu. Sumuri. Anna. Nouvellement rencontré pour le compte de chez nous, votre émission authentiquement africaine. Bienvenue madame, bienvenue monsieur. Merci de votre attention particulière que vous ne cessez d'accorder à cette émission de l'Afrique, d'histoire d'Afrique. Comme de coutume, on parle Congo, on parle tous les pays africains, mais nous sommes encore dans le royaume Congo. On va parler relations qu'entretenaient ces royaumes, en tout cas qui était même l'esprit de l'Afrique. On sera encore une fois de plus avec un jeune. Nous continuons avec les jeunes car les jeunes c'est l'avenir de l'Afrique. Alors il s'appelle Glody Félé, il va se présenter. Bonjour. Bonjour Madame Mauricia. Je vais bien et vous? Présentez-vous, ça va bien. Ok, ce monsieur Glody Félé, je suis informaticien de formation et un panafricaniste convaincu. Je suis plus de l'école du professeur Cheikh Anta Diop et les autres évidemment. Donc c'est un peu ça, un simple panafricaniste convaincu. Un panafricaniste convaincu. Madame, monsieur, on va commencer avec ce jeune qui s'appelle Glody Félé. Mais on va utiliser plus son nom, Félé, pour donner plus de valeur à notre tradition africaine. Félé, quelle était la situation sociale, politique, économique, voire religieuse qu'avait le royaume Congo avant l'arrivée du colonisateur? Ok, merci pour votre question. Ici, premièrement, il faut souligner que les tissus sociaux de ce royaume, du royaume Congo, notre royaume Congo, c'était un tissu social très stable. La situation politique, économique et sociale était de même. Mais il faut souligner qu'avant l'avènement de Portugais,
le royaume, c'était un royaume très structuré, un royaume bien organisé et puis un royaume prospère. Vous voyez, très prospère même. Parce que il est vrai que à l'arrivée de Portugais, parce que c'est là que le chercheur ainsi que les historiens ont commencé à écrire l'histoire du royaume. Ils vont trouver par exemple une société subdivisée en plusieurs secteurs. Dans le royaume Congo, il y avait 4 secteurs. Et puis ces 4 secteurs étaient encore subdivisés dans de kinkosi, donc une sorte de purement ouais. Donc et puis il y avait encore ces kinkosi qu'on peut dire aujourd'hui c'est une sorte de province par exemple. Et puis ces provinces étaient encore subdivisées dans de kikaya, donc c'était une sorte de territoire. Vous voyez. Donc il y avait cette, comment dirais-je, cet aménagement du territorial moderne que nous gardons jusqu'à présent. Vous voyez. Donc il n'y a pas eu d'ajout. Non. Donc bon, il y a eu ce qu'on avait. En quelque sorte, mais il y a eu quand même une certaine, comment dirais-je, amélioration, mise à jour du modèle européen. Vous voyez, c'est un peu ça. Ils avaient trouvé un pays ou un royaume où il y avait des écoles par exemple. On avait des écoles. Il y avait des écoles, à l'occurrence, ce qui est réputé bien sûr, il y avait une école de Lemba, il y avait les Kimpansi et les autres. Les Kimpansi avec Kimpavita. Et bon, on peut dire ça, mais néanmoins il y avait ces écoles. Et les citoyens Congo apprenaient dans ces écoles. Et ce qui était un peu beaucoup plus spécial, ces écoles étaient libres à tous les citoyens. Tout citoyen Congo pouvait prétendre d'aller étudier dans ces écoles. Mais il faut aussi noter que il y avait une sorte de règlement très strict dans le critérium des sélections. Voyez. Bien sûr que l'école était ouverte à tous, mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait adhérer, commencer à étudier dans ces écoles. Il faut être comment? En fait, il y avait des critériums, des tests à passer, voyez, sur le plan... Parce qu'il faut... Donc, tout le monde commençait par une période d'initiation. C'est cette période d'initiation qui déterminait l'adhésion effective dans l'école, vous voyez. Et raison pour laquelle il y a d'autres chercheurs ou des explorateurs, d'autres explorateurs européens qui ont dit que c'était une sorte de société secrète où on faisait de la sorcellerie, donc on faisait plus la spiritualité ésotérique Congo. Mais ce n'était pas ça, c'était de la science, vous voyez. Mais la différence entre nous et les Européens, chez nous, c'est difficile de séparer la religion de la tradition. De la spiritualité. Commençons par employer d'abord les termes européens. Parce que chez nous, la religion n'existait pas, vous voyez. Mais c'est la spiritualité. Donc chez nous, raison pour laquelle j'ai dit chez nous, c'est difficile de séparer la religion de la tradition, la religion de la spiritualité et la spiritualité de la tradition. La science de la tradition aussi. Raison pour laquelle chez nous, même la science fait partie de la tradition. La religion fait partie de la tradition et la spiritualité est dans la tradition. Vous voyez. Donc c'est la tradition. Donc ce que faisaient ces jeunes-là, dans ces écoles-là, c'était la tradition. Mais dans un volet scientifique. Dans des temples, ils faisaient également la spiritualité. Vous voyez. Ils faisaient la tradition, mais dans le volet spirituel. C'était ça. Sur le plan économique, c'était un peuple principalement agriculteur, je dirais ça. Ils faisaient la culture, par exemple, du maïs, manioc, les épices. Et vous allez remarquer aujourd'hui dans le Congo central, c'est ce qu'ils font Congo central, actuellement Indombe. Parce qu'ils ont subi une balkanisation. Il faut savoir que tout ça, le Bandundu aujourd'hui faisait partie du royaume Congo. Oui.
Bon, lorsque je parle de Bandundu, mettons un peu de côté la décentralisation. Parlons du Grand Bandundu. Dans le Grand Bandundu, une partie faisait partie du Royaume Congo et l'autre partie faisait partie du Royaume Lunda. Oh ouais, de Lunda. Parce que les Lunda partent de Katanga, une partie de l'Angola et puis une partie de la RDC. L'Empire, hein? Oui, l'Empire Lunda ou Royaume Lunda. Sur le plan économique, ils faisaient ces cultures-là. Ouais. À part le volet, leur côté agriculteur, ils exploitaient aussi des minéraux comme l'or, le cuivre et tant d'autres. Vous voyez. Ils faisaient aussi de l'élevage, mais ce n'était pas vraiment de grands éleveurs. Vous voyez. Ils élevaient de poules, porcs, moutons et tout ce qui est vache, c'était vraiment un élevage réservé à la famille royale. Ouais, c'était un peu ça. Mais à la base, ce n'était pas de grands éleveurs. Là, c'est l'aspect économique. Et puis, côté politique, comme on a dit précédemment, c'était vraiment un royaume très organisé, où l'administration était bien assise. Il y avait le roi, donc les Mani-Congo, comme les Portugais l'ont appelé, les Mouenés, donc ces rois-là, il était en fait secondé par des conseillers, un collège des conseillers. Et ces conseillers, c'était ce qu'on appelait, c'était son cabinet en fait. Il y avait un roi, les cabinets, et puis il y avait de gouverneurs de province. Des gouverneurs de province, dans chaque province, ainsi de suite. C'était ça. Et puis, à l'avènement de Portugais, ils vont trouver déjà une monnaie qui circulait dans le royaume. Une monnaie. Donc il y avait une école, il y avait une administration qui fonctionnait, où les gens payaient les impôts, où les gens payaient des taxes, et il y avait aussi une monnaie. Et ces monnaies étaient faites à base de coquillages récoltés dans aux alentours de l'île de Luanda. C'est là qu'il y avait ces coquillages, et ces coquillages servaient de monnaie au sein de l'Empire. Vous voyez. Sur le plan politique toujours, la politique du royaume, c'était beaucoup plus une politique intérieure qu'extérieure. Parce que jusque-là, le royaume n'a pas ouvert ses portes à d'autres royaumes occidentaux. Vous voyez. Donc le royaume faisait une politique, mais une politique propre, interne. C'est ça. Merci beaucoup, on continue. Chez nous, on parle de l'existence de plusieurs ethnies sur les territoires. Quel est le peuple qui est à l'origine du Congo? Ok. Il faut dire que selon plusieurs chercheurs et historiens, Congo, l'histoire raconte que le royaume, ou bien le peuple Congo, sont descendants d'une femme qui s'appelait Nzinga. Nzinga, c'est elle la mère de tous les Congos. Ouais, de tous les Congos. Nzinga, elle avait 3 fils, 3 enfants. Donc il y avait des garçons et une fille. Les deux premiers garçons, ils étaient des jumeaux. Voyez. C'est à partir de ces 3 personnes-là qu'on a aujourd'hui les 4 lignages de peuple né Congo. Voyez, c'est à partir de ces 3 personnes-là. Et c'est à partir de cette femme, parce qu'il faut savoir que la culture Congo est matrilinéaire. Voyez, c'est à partir de cette femme-là qui va ressortir à la longue le premier roi attesté dans l'histoire du Congo, le roi Tinu Wene. Donc Tinu Wene, mais c'était Tinu Alukeni Lwanzinga, pour dire que Tinu, fils d'Indinga et descendant, fils de Lukeni, descendant d'Indinga. Voyez, c'était lui le premier roi. Donc c'est ces peuples-là
c'est cette famille-là qui est à la base du royaume Congo. Mais il faut nuancer aussi, il y avait, parce que Ndinga faisait partie d'une ethnie quelconque. Vous voyez, si on cite aujourd'hui Ndinga, c'est parce que à partir des Ndinga, il y a une grande histoire. À partir des Ndinga est sorti un peuple fort, qui est les Congo, hein, donc disons le Bas-Congo, l'aîné Congo. Mais Ndinga elle-même faisait partie d'une ethnie et son ethnie faisait partie d'une ethnie. Donc c'est juste une question de remonter dans le temps. Remonter seulement si possible de trouver les... Ah oui. S'il faut remonter, je dirais que tous les peuples Congo. Ici, quand je parle de peuple Congo, je vois par exemple le Bayaka, les Lunda, ouais, tous ces mondes-là. Tous les Congolais aujourd'hui proviennent d'un même ancêtre. Ouais, et tous sont de Bantou. Vous voyez. Donc nous sommes un point, c'est tout. Nous sommes un point. Et à un certain moment, plusieurs groupes ethniques ont pris leur chemin. En ce qui concerne les chemins pris par les ancêtres de Congo, il y a eu plusieurs ethnies. Et c'est à partir de ces ethnies-là que nous allons retrouver aujourd'hui les Bas-Congo, les Bayaka, les Lunda et les autres. Donc là, je vous pose directement la question, celle de savoir comment peut-on apprécier ou justifier la présence des Yaka dans le Congo. Ok. Il faut souligner que les termes Yaka, ou bien le Bayaka là, c'est Yaki Congo. Ouais, c'est Yaki Congo. C'était, je dirais, une désignation péjorative pour identifier ces peuples-là. Ouais. Mais à la base, selon plusieurs chercheurs, les Yaka sont des guerriers. Ouais. Quand vous parlez des Bayaka, ce sont des gens qui savent ravir le butin, des trucs comme ça. Les gens qui savent, oui, qui savent prendre une chose qui ne les appartient pas à la base. Vous voyez, ce sont des guerriers. Et c'est un peuple qui provient des Bas-Congo et des Lunda. Vous voyez, des Congo et des Lunda. Ils sont au milieu. Vous voyez. Et certains chercheurs affirment même que à chaque fois le royaume avait un problème, il faisait appel aux Bayaka pour venir en aide au royaume. À chaque fois le Lunda avait un problème, il faisait appel à ces guerriers-là, hein, une sorte de mercenaires en fait. Donc ils venaient prêter main forte au royaume. Donc parce qu'à la base, les Yaka, c'est en fait l'ensemble ou les dénominateurs communs, si je peux dire, ou l'intercession de l'ensemble Congo et de l'ensemble Lunda. Ouais. Mais les Yaka sont plus d'origine Lunda que Congo. D'accord, on va continuer, on va un peu s'envoler. Selon certains chercheurs ou chroniqueurs, le royaume Congo était mieux organisé en Afrique subsaharienne. C'était quoi alors le fondement de son administration pour que ça soit un peu trop mieux organisé? Vous avez dit ça au début, mais il faut encore ajouter, parce qu'il y avait des relations aussi entre d'autres royaumes de l'Afrique. Ouais, bon, pour commencer. Ok. L'administration du royaume Congo, en fait, c'est déjà, à la base, c'est un témoignage des Portugais. Parce que ce qu'ils ont trouvé dans ce royaume-là surpassait leur entendement. Parce qu'ils avaient fréquenté d'autres peuples ou d'autres royaumes avant d'arriver chez les Congos. Et dans certains coins du continent, ils ont trouvé des gens, des royaumes un peu désordonnés, si je peux le dire. Mais ici, ils ont trouvé un modèle de gestion qui existait déjà. Ils ont trouvé une administration structurée, un plan d'urbanisation moderne, vous voyez. Avec des similitudes avec leur société européenne. Vous voyez. Maintenant, je dirais que le peuple Congo, ce ne sont pas de parvenus. Vous voyez. Je dirais le Bantou en quelque sorte. Ce ne sont pas des gens de parvenus. Ce sont des gens qui descendent de l'Égypte
ancienne, vous voyez. L'Égypte ancienne, c'est la plus grande civilisation qui a existé dans le monde, vous voyez. Et cette civilisation était organisée. Donc, il ne faut pas être étonné que ces royaumes-là soient organisés, parce que ces gens-là viennent de là-bas. Il y avait une organisation, il y avait un roi, il y avait des ministres, il y avait de chefs religieux, il y avait un chef militaire, il y avait tout ça. Et c'est le Congo, ils n'ont fait que recopier ces modèles-là à la langue. Vous voyez, raison pour laquelle ils ont trouvé des écoles, parce que dans l'Égypte ancienne, il y avait des écoles. Dans les Platons ont étudié, dans beaucoup de philosophes aujourd'hui que nous étudions. Oui. Parce que c'est la Grèce antique qui, en quelque sorte, qui a développé l'Europe. Vous voyez. Et cette Grèce antique-là, que les Européens vantent comme être les berceaux de la civilisation mondiale, n'est qu'une, comment dirais-je, ils ont puisé en Afrique, à l'Égypte ancienne. Et l'élève de l'Égypte. Oui, parce que le grand savant grec, ils ont étudié tous en Afrique. Et eux-mêmes, ils ont témoigné. À l'occurrence, il y a Thalès, il y a Pythagore. Pythagore disait même que non, nous avions étudié en Afrique, tous nos professeurs étaient de la race noire et face à eux, ils étaient face à nous comme de petits dieux. Ils traitaient même leurs professeurs des dieux parce qu'ils se disaient comment est-ce qu'un homme peut faire des trucs, accomplir ce genre de choses. Donc pour dire que moi je ne suis pas étonné de voir que le peuple Congo était mieux structuré politiquement parce que c'est quelque chose qu'ils savaient déjà faire depuis leurs ancêtres kémites, donc africains. Quelle relation avait le royaume Congo avec d'autres royaumes de l'Afrique? En quelques mots, oui. Il faut savoir que, vu son emplacement, le royaume Congo n'avait pas vraiment beaucoup d'ouverture ou des ouvertures avec d'autres royaumes africains. Le seul point qui pouvait relier le royaume avec d'autres royaumes africains, c'était parce que le royaume s'étendait jusqu'au Gabon. C'était à partir du Gabon que les gens qui sont là-bas pouvaient facilement communiquer facilement avec d'autres royaumes africains de ces côtés-là. Entre autres le royaume du Ghana, le royaume du Ouagadougou, le royaume du Ghana. Et le royaume convergeait beaucoup plus et puis bon, échangeait beaucoup plus avec les royaumes qui sont dans l'étendue de la RDC actuelle. Par exemple, le royaume Lunda. C'était un de partenaires du royaume Congo. Vous voyez, les Lunda. Et à un certain moment aussi, les Téké, à un certain moment, ça marchait avant que ça part en vrai. Vous voyez. Mais vu que le royaume était plus, comment dirais-je, délimité de l'autre côté par l'océan Atlantique, la plus grande ouverture du royaume, c'était avec le monde extérieur, avec le portugais. Mais je souligne que les royaumes Congo n'avaient pas vraiment beaucoup de relations ou bien de relations diplomatiques avec d'autres royaumes africains. Raison pour laquelle quand on parle du royaume Congo, on voit directement plus la diplomatie extérieure ou les échanges extérieurs avec le portugais, les hollandais, ainsi de suite. Okay. On parle du contact entre le royaume du Portugal et celui du Congo. Peut-on affirmer que ce contact a été enrichissant pour la colonisation ou soit la consolidation du royaume Congo? Le contact entre le Portugal et le royaume Congo. Je dirais, vit le vestige. Ici que tout ce qui est résultante de cette relation, je dirais que ce n'était pas un bon contact ou bien ce n'était pas une bonne collaboration entre ces deux royaumes. Il faut savoir qu'à la base, le portugais avaient un agenda. Et cet agenda était caché. Parce qu'avant que le portugais arrive ici, ils avaient déjà franchi, ils avaient déjà
expérimenté l'ère politique d'hégémonie chez d'autres peuples. Ouais. Ils avaient déjà expérimenté tout ça. Donc, en venant ici, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Vous voyez, je dirais un peu la naïveté était de notre côté. C'était la naïveté ou soit le bon cœur? Il faut aussi nuancer que le Bantou d'une manière générale et puis les Congolais en particulier sont de peuple hospitalier à la base. Ils accueillent facilement les étrangers. Et chez le Congolais, l'étranger, il est roi. L'étranger, quand il arrive chez toi, on le traite comme un prince. On lui donne même tout. Tu peux même refuser à manger à tes enfants à un étranger, vous voyez. Mais c'est différent avec d'autres peuples. Vous voyez, c'est vraiment différent. Donc, c'est un peu notre côté hospitalier qui a fait notre faiblesse. Et puis, la deuxième chose, j'espère qu'on va arriver, c'est notre côté spirituel. Vous voyez, nous acceptons plus facilement tout ce qu'on nous présente du moment où ça a un volet spirituel ou un caractère spirituel. Vous voyez, déjà, Diego Cao et les autres, quand ils sont arrivés ici, ils avaient présenté des différents objets au roi, mais aussi leur spiritualité. Raison pour laquelle il fallait seulement une année pour que le roi s'est converti au christianisme. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Pour dire que c'était la pure de choses pour le royaume Congo. Ces contacts-là ne marquaient pas une nouvelle heure pour le royaume, mais ça marquait plutôt son déclin. C'était juste une question de temps pour voir se concrétiser ces déclins. Alors, qui est-ce qui faisait le prestige du royaume Congo? La valeur de ce royaume? Bon, je dirais, moi, je dirais plus, c'était son organisation. Son organisation. Et puis... Pas la culture? Bon, je dirais pour nous, c'est pas la culture, parce que c'est la même culture quand tu pars chez les Lunda, chez les Luba, chez les Teke, vous voyez, c'est la même culture. Ouais. Donc, c'est juste de langage qui se diffère. Mais à la base, c'est la même culture. La culture, en fait, c'est général. Donc, je dirais c'était plus son organisation, son administration et puis, comment dirais-je, la connaissance. Ouais. Donc, en fait, pour conclure, c'était juste l'administration. C'est ce qui faisait le prestige de ces royaumes. Parce que pour classer ces royaumes comme étant le premier royaume le mieux organisé de l'Afrique subsaharienne, donc c'est que les Blancs qui ont écrit cette histoire-là, ils avaient trouvé que ces royaumes étaient vraiment organisés et structurés. C'est ça qui a fait le prestige de ces royaumes par rapport aux autres royaumes dans le Congo actuel. Parce qu'en Afrique, il y avait quand même d'autres royaumes organisés, comme les Mali par exemple, c'était aussi très organisé, où il y avait une société composée à des castes, et puis de structures qui suivaient ces castes, ainsi de suite. Vous voyez, où il y avait même de déclarations. Il y avait même la première déclaration des droits de l'homme, qu'on appelle la charte du Mandingue, la charte des chasseurs. Vous voyez, il y avait déjà des trucs comme ça. Vous voyez. Et vous allez comprendre, parce que pourquoi moi j'ai toujours cette habitude de faire une rétrospection des rentrées dans l'Égypte ancienne. Parce que lorsque vous lisez par exemple la charte Mandingue, vous allez comprendre que dans la charte Mandingue, vous trouvez plusieurs articles ou bien commandements qui constituent le 42 commandements de la Mahat. Vous voyez. Donc, les gens qui ont écrit la charte du Mandingue se sont inspirés aux 42 commandements. Donc, ils connaissaient la Mahat. Vous voyez. Or, la Mahat date de l'Égypte ancienne. Vous voyez. Au moment où il y avait l'Empire du Mali, l'Égypte était déjà envahie, il y avait déjà des Arabes qui habitaient ces terres-là. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Je dirais que
c'était juste son administration, son organisation qui a impressionné le monde occidental. Le monde occidental, alors quelle est la contribution du Royaume Congo à l'humanité? Sa contribution à l'humanité. Ici, je dirais, parce que les Congos, je vais épingler plus un aspect spirituel, vous voyez. Le Congo a permis aux Portugais parce qu'il faut savoir une chose, en venant ici, le roi portugais traitait avec le pape de l'époque. Ouais. Ils avaient un agenda commun de venir au Congo pour christianiser ces peuples-là et ensuite amasser de richesses. Ouais. Amasser des richesses. Leur contact avec le Congo a permis aujourd'hui que la religion christianisme pénètre facilement dans le souche africaine. Ouais. Et dans plusieurs peuples africains qui étaient à la base, je dirais, animistes. Vous voyez. Donc les gens qui pratiquaient la religion ou la spiritualité ancestrale. Ouais. C'est ça, c'est que le royaume Congo a permis, parce que c'est le premier royaume où un grand roi s'est converti au christianisme, s'est fait baptiser. Vous voyez. C'était le premier roi, les premiers royaumes où est sorti le premier évêque noir. Vous voyez. Qui était même le fils le petit-fils du roi Nzingankouvu, donc le fils du roi. Vous voyez. Donc c'est à partir de ces gens-là que toute l'Afrique a été christianisée. Vous voyez. C'est ça que le royaume a laissé à l'humanité, selon moi. Vous voyez. Donc c'est ça. Sur le plan scientifique, il faut souligner que les Africains, nous Kamites, on avait accompli des trucs plus merveilleux que ce que les Blancs ont trouvé dans le royaume Congo. Vous voyez. Il suffit de voir l'Égypte ancienne, il suffit de voir la Nubie, il suffit de voir l'Éthiopie. Vous allez juste comprendre que... Mais nous sommes trop au présent. Hein. On n'a pas besoin de regarder derrière. Vous, peut-être, vous avez cette chance-là de voir le passé avant avant d'être présent, si je peux dire ainsi. Qu'est-ce que l'on peut dire de ces temps-là? Parce qu'aujourd'hui, nous, on voit que le présent, en tout cas. L'homme noir est nul, hein? Bon, en fait, je pense que les problèmes de l'homme noir actuellement, c'est un problème qui dépasse l'attendement de plusieurs noirs. Vous voyez, de plusieurs noirs. Parce que c'est une question noire. Notre aliénation aujourd'hui, parce que tout est psychique, tout est mental. Vous voyez, tout commence ici. Le premier combat de l'homme noir actuellement, c'est un combat spirituel. Voilà. Tout doit commencer par là. Parce que l'être humain est d'abord spirituel avant d'être physique. Vous voyez. Même pour le royaume Congo. En fait, quand on parle du royaume Congo, plus les scientifiques ou l'opinion publique a tendance à voir beaucoup plus les étendues terrestres, donc la délimitation terrestre comme ça. Vous voyez. Oui, donc une agglomération de personnes dont la superficie était de plus de 2 500 000 km². Ouais. Mais les gens qui connaissent très bien l'histoire de l'Afrique ainsi que le royaume vous diront que le royaume Congo est d'abord une entité spirituelle. Vous voyez, quand on parle de Congo, on voit un empire spirituel qui est physique. Raison pour laquelle même l'empire du Ghana, les Monomotapa, les Lunda, tous ces royaumes-là, en quelque sorte, font partie du royaume Congo, sur le plan spirituel. Vous voyez. C'est l'esprit même. L'esprit Congo, vous voyez. Et de l'Afrique. De l'Afrique. Parce que s'il faut encore remonter dans l'Égypte ancienne, c'est un peu comme ce qu'on appelle dans la Bible la tribu des Lévi. Vous voyez. Ces tribus qui étaient consacrées à faire le culte. Donc tout ce qui est sacerdoce, quoi, à partir des Aaron.
Les gens qui faisaient l'office dans l'Égypte ancienne, ce sont ces Bantous qui sont descendus jusqu'en Afrique centrale. Et en particulier, ce sont de Congo. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui constituaient le cercle proche du grand pharaon. Ce sont ces gens-là qui annonçaient des songes. Ce sont ces gens-là qui annonçaient les événements, qui comprenaient des songes. Ce genre de trucs. On les appelle, on appelait même ces royaumes-là, donc ces gens-là, hein, le Congo Katiopa, vous voyez. Donc en quelque sorte, ce sont les dompteurs des léopards, vous voyez. Oui, parce que le léopard, c'est lui le maître, le roi de la forêt. Or, la forêt définit l'existence même des humains. Vous voyez, sans la forêt, nous sommes nus. Vous voyez, vous allez voir aujourd'hui avec la déforestation mondiale, c'est l'humanité entière qui risque de disparaître. Vous voyez. Donc, les léopards qui dominent la forêt, parce que c'est dans la forêt qu'il y a tout le principe, il y a tous les principes de la vie humaine. C'est dans la forêt. Si vous voulez inventer quelque chose, nos ancêtres faisaient recours aux esprits de la forêt. Voyez. Si vous voulez inventer un médicament, il faut rentrer dans la forêt. Vous voyez. Parce qu'il faut parler avec les plantes. Raison pour laquelle c'est juste un petit parenthèse. S'il faut, par exemple, inventer quelque chose, par exemple avec la Covid-19 aujourd'hui, s'il faut inventer un médicament qui va guérir cette maladie, mais du moment où l'Africain appelle par exemple cette plante avec un nom latin, vous voyez, ces chercheurs africains ne peuvent pas aboutir au résultat. Parce que derrière, chez nous, les Africains qui sont à la base animistes, la plante a une énergie. Vous voyez, il y a des vibrations dans la plante. Et du moment où tu appelles cette plante avec un nom qui n'est pas le tien, étranger, cette plante ne va pas vibrer. Vous voyez. Donc à la base, lorsqu'un chercheur va appeler cette plante, par exemple, avec un nom Congo, cet esprit-là peut se révéler à cette personne la nuit pour lui dire quand vous prenez mes feuilles, vous le mettez même sur le feu et puis ça va donner tel résultat. Donc c'est un peu ça. Les Congo Katiopa, ce sont ces gens qui maîtrisaient la forêt, qui domptaient les léopards, qui manipulaient les léopards. Or, le léopard domine la forêt. Donc c'est pour dire que l'homme noir dominait la forêt. Voyez, ce sont ces gens-là qui constituaient le peuple Congo actuel. Raison pour laquelle vous allez voir que ce sont des peuples très spirituels. Voyez. Et je dirais même, parce que il n'y a pas un courant chrétien qui est plus spirituel que les PV Longo par exemple. C'est fort ça. Là vous avez raison, il y a des gens qui disent quand les choses ne marchent pas, on n'a pas on a la solution. Et c'est le dernier rempart parce que lorsque beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ne trouvent pas la solution chez les pasteurs, dans les églises, ils partent chez ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là incarnent un esprit. Pourquoi pas seulement y rester au lieu de faire des zigzags? Là, je ne sais pas, ça dépend d'une personne à une autre, mais c'est la vérité. Parce que moi-même, je suis la preuve. Et je vois aussi d'autres personnes, ils le font. Bon, pour dire que c'est cet contact avec la spiritualité qui a fait que le peuple Congo ait un contact plus rapide et plus facile avec le christianisme apporté par le portugais. Raison pour laquelle le peuple Congo pouvait facilement faire une sorte de syncrétisme avec leur spiritualité traditionnelle. C'est ce qu'avait fait même Kipan Vita en disant que pourquoi Jésus serait blanc, il pouvait aussi être noir, d'ailleurs il est noir, vous voyez. Il voyait le christianisme dans son contexte Congo à lui. Voyez. Donc, raison pour laquelle ces peuples spirituels pouvaient facilement expérimenter cette spiritualité étrangère pour ensuite la véhiculer chez d'autres peuples du Congo actuel, les Luba, les Teke et ainsi de suite.